Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Michael Goldman. Merci de nous retrouver pour ce second numéro du Tipeee Show. Alors comme vous le savez maintenant, puisque vous êtes des habitués, ça y est, le Tipeee Show, c'est un rendez-vous avec un créateur du site. Donc on va être ici ensemble pour une petite heure. Voilà, on va discuter avec lui. Alors je ne peux résister à la tentation de vous présenter celui qui sera la star de ce premier numéro. J'ai nommé le second micro. Alors on a tout fait pour que ce soit des bons micros, mais c'est quand même des micros de merde, toujours. Mais cela dit, on en a deux, donc ça va être bien. Alors notre invité ce soir, celui qui nous a fait le plaisir, l'insigne honneur de venir avec nous passer cette petite heure, c'est Benzaï. Alors Benzaï, pour ceux qui savent pas, vous vous coucherez moins con ce soir, c'est lui. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, jeune homme. Hi, my name is Veronique. I wanna touch a dude right now. Gotta touch a dude real good. In the mouth, looking at guys, checking them out, ring a ding dong dong and a thumb. I'm French. Can you tell by the stench I stink? I never. Accrochez-vous à votre joystick, littéralement bâton de joie. Bâton de joie. Bâton de joie. Bâton de joie. Franchement, évitez de chercher ça sur Google quand même, les enfants. Wow, Kilgar, tu veux dire que toi, t'as envie de partir en mission? Présenté comme ça, je retourne bouffer de la viande et de la chatte. Bonjour les petits assassins en scred. Vous regardez Hard Corner. Et non, vous ne rêvez pas, Assassin's Creed Unity est bien là, entre mes mains, en version collector. Mesdames et messieurs, Benzaï. Wow. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravi d'être sur le plateau du Tipeee Show. Je suis un peu vexé de ne pas être le premier invité de ce Tipeee Show. J'imagine bien, je sais bien qu'il a une plus belle barbe que moi, le fossoyeur des films, mais finalement, qui a le plus de donateurs sur Tipeee? Je pense bien que c'est moi quand même. Ah ouais, mais faut voir ça avec les gens du site, tu sais là. Bon, non, mais bon, d'accord, ok, non, il y a du favoritisme, ouais, pas de problème. On a bien compris. T'as l'air vexé, hein. Ouais. Un petit peu, un petit chouïa. Du coup, alors. La lumière est dégueulasse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je voulais parler un peu de tes projets. Alors, on sait que tu fais Hard Corner sur Tipeee. Oui. Je voulais commencer par quand même faire un tour d'horizon parce que j'ai vu que tu faisais plein de vidéos très différentes. Tu avais plusieurs. Oui, d'ailleurs, je tiens à signaler à tous mes fans, alors, voilà, à mon public français, la plupart des extraits que vous avez vus, en fait, c'est des trucs que vous n'avez peut-être jamais vus. Ça venait de mon ancienne histoire, mon passé anglophone en termes de vidéos. Vous n'étiez pas censé voir toutes ces vidéos un petit peu ambiance gay sex. Alors, c'est quoi, t'avais commencé comme ça? Alors voilà, c'est ça, oui, j'ai commencé en mode un petit peu homo erectus, c'est-à-dire en fait j'étais le Frenchie d'un site américain et du coup je jouais à fond la vibe genre en fait par exemple tu connais le personnage de Pépé le Putois dans, ouais, bien sûr, oui, dans, qui justement ce français dans les Warner, qui en fait oui. qui est français dans la version originale et du coup en fait le français de base pour un américain c'est ça, c'est vraiment c'est un mec qui aime la quéquette quoi et du coup j'avais joué à fond ce côté là quoi et le côté un petit peu pédant mais au bout d'un moment ça a pris un côté délirant et j'ai un pote qui avait écrit un rap sur je m'appelle Benzaï, je suis gay, j'ai le sida, c'est cool. Et ce qui est vraiment voilà, okay. Si vous avez le sida, ce n'est pas cool, je suis désolé pour vous. Et du coup, finalement, là voilà, tu m'as fait la petite surprise de me montrer un montage dégueulasse à base de tout ce qui était humiliant et qui tourne un petit peu encore sur le net quoi.
C'était That Guy with the Glasses, c'est ça? C'est ça, le site dont on parle c'est tgwtg.com, c'est plus facile à retenir pour les francophones, mais sinon c'est thatguywiththeglasses.com. Ce mec avec les lunettes. Ça, ce mec avec des lunettes qui est en fait la tanière du Nostalgia Critique, que plus de gens connaissent simplement sous le nom du Nostalgia Critique. Et t'as commencé là-bas? C'est ça. Comment c'est arrivé ça? Tu leur as envoyé ton truc au flanc? Et exactement, c'est-à-dire que on est en 2008. Le jeune Benzaï traîne sur des forums de rétro gaming à fond la caisse, Angry Video Game Nerd, donc la VGN, l'inspiration première du jour du grenier. Donc moi j'étais vraiment en fait à fond là-dedans. Déjà à l'époque j'avais fait des sous-titrages français de ces vidéos en anglais. C'est ça, et donc il y avait un mini site français pour la VGN et tout, juste pour le partager. Personne regardait ça, vraiment pas du tout. Et finalement c'est ma copine qui m'a montré le Nostalgia Critique. Et le site était génial et il disait bon écoutez, on aimerait avoir plus de personnes sur le site, donc si vous faites des vidéos chez vous, allez-y, lancez-vous quoi. Et je me suis dit putain, aux États-Unis ils ont pas trop joué à tout ce qui est Amiga, Atari ST. Il y a des gens qui ont joué à Amiga, Atari ST dans le public? Ouais mais oui Michel. Oui d'accord. Mais... Bon il y a que les plus vieux mais. Ah bah c'est sûr, mais voilà. Il y a que les plus vieux qui répondent oui, mais oui voilà. Toi t'as trouvé un créneau de rétro gaming. C'est ça, voilà, je voulais parler des jeux, voilà, parce que en fait sur le rétro gaming ricain, il y en a que pour la NES, parce que la NES avec. Aux États-Unis, la première Nintendo, c'est 98% du marché. Oui. C'est un truc de malade. Le Master System n'existe pas. Voilà. Les turbographiques, c'est tout. Voilà, et puis l'Amiga, j'en parle pas, l'Atari ST, inconnu au bataillon. Et du coup, donc moi je voulais parler de ça parce qu'en fait, parmi mes jeux préférés de mon enfance, il y a des jeux Atari ST, Amiga, etc. Même mon oncle était développeur de jeux Atari ST. Et donc il s'est trouvé que je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire un truc complètement délirant. Et donc j'ai acheté ma première caméra comme ça l'été 2008 pour me lancer en anglais. Et 2 semaines plus tard, en fait, le site m'a dit, écoute, si tu veux passer en première page, maintenant c'est banco. Et ça a commencé par contre à vraiment devenir un métier que 5-6 mois plus tard, quand on a trouvé un business model qui permettait de, on va dire, de rétribuer les gens quoi. D'accord. Tu faisais des vidéos toi avant ça, ou tu t'es vraiment lancé, c'est l'occasion qui a fait le truc, ou alors, est-ce que quand même c'est un truc que t'avais en tête? Il existe 2-3 essais vidéo avant cette aventure. À 16 ans j'ai fait un espèce de nanar en tournée montée, tu sais, en caméra DV, genre tu filmes un truc, t'arrêtes, tu dis bon maintenant on fait la scène suivante, et même quand tu fais un champ contre champ tu le fais en fait de façon linéaire. Et ça c'est hyper formateur à faire, je recommande à tous les filmmakers en herbe de se mettre à ça. Donc c'était une espèce d'histoire d'espionnage avec des flingues et tout, des flingues en plastoc nul à chier, mais j'ai remasterisé ce truc là, ça s'appelle Smith & Wesson, ça tourne sur Dailymotion, c'est un court-métrage un moyen-métrage de 30 minutes, c'est de la merde en boîte, et j'ai 16 ans, mais par contre si vous voulez me voir à l'âge de 16 ans en tant que pervers sexuel qui se masturbe devant du hentai, bah écoutez, c'est là-dedans. Voilà. Alors la régie nous la trompette du hentai veut dire quelque chose. Alors puisqu'on est en train de parler des premières vidéos que tu faisais, on a une première question. Première question vidéo. Alors salut Benzaï, moi j'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. La première c'est savoir pourquoi est-ce que tu n'adaptes pas ta magnifique émission anglophone qui s'appelait Games You Might Don't Know sur ta chaîne française, parce que plein de gens voudraient voir ça. Et en parlant de choses que tu ne fais plus et que tu devrais refaire, on attend tous que tu te redéhanches comme un diable devant une machine à laver, vêtu uniquement d'un slip et d'un bonnet de Père Noël. Pourquoi tu fais plus ça non plus, je ne sais pas. J'aimerais savoir. Voilà. Bon alors j'ai reconnu, parce qu'en fait cette question n'est pas anonyme, hein. C'est le Sad Panda, un bon pote qui du coup est lui-même sur That Guy with the Glasses en fait, qui est un mec qui avait commencé en fait à me faire un générique pour mon émission, donc Games You Might Don't Know, donc c'était les jeux très sympas que vous ne connaissez pas, mais qui sont pourtant très sympas. Donc Sad Panda, donc pour te répondre, pour l'instant je n'ai pas encore trop d'inspiration pour continuer Games You Might Don't Know. Enfin je sais pas, j'ai un petit peu perdu l'inspiration sur montrer ces jeux-là. Je pense que j'ai montré même les jeux que je voulais finalement, c'est-à-dire surtout le jeu Mokhtar. À la rescousse voilà, qui est incroyable, à la rescousse de la Zoubida, oui, c'est ça. Bon, c'est à ne pas le croire. T'as testé la pire version du monde, mais comme tous les jeux Amstrad, c'est ça. Donc c'est un jeu français, bon en même temps bien sûr. Donc il existe un jeu, si vous ne le savez pas, il existe un jeu sur la Zoubida où tu voles un scooter. C'est ça. Et tu voles un scooter doré, voilà. C'est à ne pas le croire. Le deuxième niveau se passe dans le métro parisien et tu tabasses des clodos en leur jetant des ordures et tu es Mokhtar. C'est dégueulasse. Et du coup si vous revoyez le clip de la Zoubida, il y a certains. Alors bon, c'est tellement con de dire ça, genre comme ça, genre. Au fait, si tu revois le clip de la Zoubida, un de ces 4, voilà. Si tu retombes dessus on sait jamais, à un moment, si tu retombes par hasard dessus sur ton flux Facebook ou sur ta timeline Twitter, et bien en fait, tu verras qu'il y a des passages en fait qui sont en animation, mais en sprite, parce que c'est des sprites qui sont faits par Titus pour la version Atari ST et Amiga de ce jeu de merde.
qui est sorti ensuite après hors des frontières, mais pas en mode Zoubida. En fait, ils ont remplacé Mokhtar par Titus, en fait, le loup, la mascotte de la marque qui faisait les jeux. Mais du coup, alors ça m'avait intéressé, c'est que très souvent les mecs qui font du rétro gaming, ils ont quand même le prétexte, c'est toujours un peu de faire marrer en montrant les pires étrons. C'est vrai. Et c'est marrant. J'ai trouvé ça intéressant finalement de montrer les bons jeux de quand t'étais gamin. Ouais. Et d'essayer de les présenter aujourd'hui de manière un peu plus sérieuse, tu vois. Parce que finalement, en fait, quand tu critiques une œuvre qui est vraiment à la con, qui est ridicule en elle-même, on va dire la moitié de l'écriture se fait toute seule, vraiment. Oui, c'est-à-dire que les trucs sont les décalages sont après là, voilà, le joueur du grenier fait des trucs très cool, etc. Et c'est un bon pote. Mais par exemple, tu vois, quand il y a vraiment un jeu qui est énorme, t'as pas besoin forcément de rajouter. Des fois, tu peux te marrer juste en regardant le jeu. Alors quand c'est un bon jeu, il faut que tu trouves un moyen de rendre ça intéressant quand même pour expliquer. Pourquoi, faire quelque chose de drôle plutôt que juste de dire regardez ce jeu c'est de la balle et qui parle par lui-même. Et du coup c'est bien de laisser parler le jeu lui-même par son gameplay et puis de trouver des bonnes blagues en fait qui sont pas forcément ancrées sur un support qui prémâche le travail. Pas juste se moquer d'un truc qui est nul, voilà. Sans le remettre dans son contexte en plus parce qu'il y a plein de jeux qui aujourd'hui ont l'air nazes alors qu'en fait ils étaient très bien à l'époque. Voilà. Écoute, on va faire une. Alors il y a la régie qui voudrait s'exprimer manifestement. Oui, effectivement, puisqu'on parle de jeux vidéo, de gameplay, de level design, même si on n'a pas encore parlé, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, n'est-ce pas, et qu'on parle d'un jeu vidéo et qu'on puisse avoir une expérience de gameplay, pourquoi pas des questions. Qu'est-ce qu'on a en stock? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Écoute, on peut se faire j'ai un blind test de Street Fighter. Est-ce que ça vous emballe? Est-ce que je peux donner un conseil à la régie en fait que quand vous faites un fond vert, ça fait vraiment genre gros connard. Mais attendez, j'aimerais préciser une chose, il n'y a pas de fond vert. Excusez-moi. Alors du coup, si c'est vraiment filmé, alors c'est que quand vous êtes quand vous êtes dans une régie, en fait fond vert, je pourrais faire ça, on verrait plus ma tête. Mais il y a pas de fond vert du tout. La règle quand vous êtes comme ça dans une vraie régie, c'est que vous n'êtes pas censé être moins net que le décor derrière. Donc en fait, faut rajouter un flou gaussien à 0,50 derrière vous. Pour qu'en fait ça fasse pas genre pourquoi ils sont devant une carte postale. Alors Maxime Martin 0,50, tu notes. Oui voilà, ça c'est pour toi. Je réglerai les comptes après. Voilà. Et du coup on va se faire ça, on va se faire un petit blind test Street Fighter. Voilà. C'est un blind test Street Fighter? Oui monsieur, un blind test de Street Fighter. Je connais tout là. Jingle. Alors du coup c'est pas du tout un blind test en réalité. Ah d'accord, donc voilà. N'importe quoi. Ok. Voilà, exactement. Tu m'as dit que ton jeu de baston préféré c'était Super Street Fighter 4. Ouais. Voilà. Et moi déjà j'aime les mecs qui aiment pas Ultra Street Fighter 4 mais Super Street Fighter 4, j'aime la précision. Donc j'ai préféré voilà. Et alors en gros je vais te montrer des séquences de coups. Et tu vas devoir me dire quel coup. Je vais te donner un personnage, une séquence de touches à enfoncer et tu vas me dire à quel coup ça correspond. Mais c'est trop facile ça. Voilà. On va faire un test très simple dans un premier temps. Donc c'est un quart de cercle vers l'avant avec punch pour Ken. C'est un. De quoi? Quart de cercle avant avec punch pour Ryu ou Ken. C'est un. Ah, c'est un Hadoken. Voilà. Point. Oui, voilà, ça le principe c'est ça. Donc voilà. tu vas voir. Alors la charge. D'accord. La garge avec Kyle, c'est un Sonic Boom. Sonic Boom. Ensuite, avec Sagat. Avec Sagat, c'est Tiger Uppercut. Eh ben non, c'est un Tiger Knee. Alors, merde, Tiger Knee. Ah putain, c'est un kick. Putain, c'est un Tiger Knee. J'ai oublié de te dire petite précision, quand tu te trompes, tu dois dire du bien de David Cage et Heavy Rain pendant 10 secondes. Je dois dire du bien de David Cage et ou Heavy Rain pendant 10 secondes. Le crâne de David Cage est luisant. Ok, ça fait 2. Vas-y, 10. William Dafoe est très bien modélisé dans son dernier jeu. Ok, pas mal. Voilà, alors Heavy Rain maintenant. Putain, c'est dur. La musique d'Heavy Rain est pas mal. Voilà. Putain, c'est chaud. La régie voulait s'exprimer. Non, on voulait rappeler les règles parce qu'il y a des règles comme ça. Bah oui, non, c'est pour ça. Oui, non, c'est vrai que là, c'est de ma faute. Bon, alors, d'accord. On passe au suivant. Donc, le double quart de cercle et point avec Ken. Oui, donc du coup, c'est pas avec le triple point. Donc, c'est pas l'ultra. Non, voilà. Donc, du coup, il me semble que c'est le Shin Shoryuken. Et non, malheureusement. Alors maintenant, tu vas dire du bien de Dragon Age 2. Allez, à toi. C'est pas le Shin Shoryuken, c'est quoi? Non, c'est le Shoryurepa. Oh putain. Donc du coup, il faut que je redise du bien de David Cage? Pas forcément, ou Dragon Age 2 si tu préfères. Enfin voilà. Ah putain, non, du bien de Dragon Age 2, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Du bien de David Cage, il a eu très raison d'avoir David Bowie dans son premier jeu, qui est aussi son meilleur, Omicron The Nomad Soul, qui est pas mal, et qui était une vraie révolution sur Dreamcast à l'époque. Bon, écoute, je vais pas te faire endurer ça plus longtemps, on va peut-être en passer quelques-uns parce vas-y, que sinon ça va être un calvaire. Tu vas pas pouvoir dire du bien de David Cage comme ça pendant toute la nuit. Alors, spéciaux. Alors attends, ça, on va dire avec Akuma.
Ah, Akuma, c'est le. Il est impossible celui-là. Alors, c'est le Shoryu. Putain, je sais pas exactement ce que c'est le nom, mais c'est son Hadoken enflammé là qui crame tout là. Compliqué, je l'ai devant le nez, j'arrive même pas à le prononcer. C'est pas genre Metsuso Hadoken Mekumike. La gueule, je suis désolé, c'est Shakunetsu Hadoken. Shakunetsu Hadoken, d'accord. Okay. Voilà. Alors maintenant tu peux dire du bien. T'as joué à Damnation sur PS3 ou pas? Non. Ah merde, putain. Du tout. Ça c'était un bel étron. Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu vraiment nul? Merde, aidez-moi les mecs, quel jeu pourri vous avez fait là, ces derniers temps? Si, je peux dire que dans Dragon Age 2, la nana pirate a des gros boobs et du coup elle a fini dans mon lit plus d'une fois dans le jeu. Dans le jeu, bien sûr. Ah, parce que tu l'as fait? Ouais, bah j'y ai joué forcément. Bah oui. Parce que quand on m'a dit, écoute, en fait, au début j'avais pas du tout envie d'y jouer, mais en fait. Finalement, en fait, le mieux qui est dans le jeu, c'est la relation entre les héros, quoi. Sauf le nain qui est nul à chier. Bah non, tu peux pas. Ah, tu peux même pas. Bah non, tu peux pas. T'es obligé. En fait, dans Dragon Age 1, tu peux choisir d'être un nain, un elfe ou ce que tu veux, quoi, un magicien. Dans le 2, t'es obligé d'être un humain, nul à chier, avec sa famille, etc. Et donc, toute ton imagination est bridée par le truc. T'as du mal à en dire, quoi. C'est ça. Ah, c'est vraiment de la merde. Bon, et du coup, dernier, vas-y, Max. Je sais pas si c'est le dernier. Mais... Ouais, si c'est ça. Avec Gen dans le style de la grue. Oh non, mais c'est dégueulasse. Non, mais ça c'est parce que je pensais que t'allais avoiner tous les autres et que j'allais te faire dire du mal au moins une fois du bien une fois de David. Ah, mais c'est dégueulasse. Gen, déjà personne joue avec ce perso pourri. Bah, c'est pour ça en fait, c'était ça. Bon, c'était le Zetsuei. Allez, je vais pas te faire dire du bien comme ça de dévirer toute la nuit parce que ça va être trop long. Bah écoute, merci de t'être prêté au jeu. Donc c'est toujours. Bah non, moi je te remercie pas. N'est-ce pas hein, on est toujours avec Benzaï. Alors, est-ce que la de quoi? Absolument. On me fait signe. On a un petit truc. On me fait signe. Là, c'est l'errance, ça y est, c'est la détresse, c'est l'errance. Ah, attention. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quel échec. Non, absolument pas. Merci. On a des petites news. En fait, c'est très compliqué à utiliser. La semaine dernière. Ça a l'air compliqué. Non mais soyez gentils, c'est tous des bénévoles. On avait reçu le Fossoyeur. Non, c'est pas grave. Oui. On avait reçu le Fossoyeur de film, donc oui. C'était très bien passé. Donc du coup, ok, on a fait quelques chiffres, on a quelques stats, on allait chercher sur Google Analytics pour savoir comment avait marché cette émission. Alors juste quelques chiffres comme ça rapidement. Donc le Tipeee Show numéro 1, c'est un micro pour 3 personnes. Ça c'est des bons chiffres. 4 mauvais jingles lancés au mauvais moment. 3 packs de bière, 17 minutes de trop. Ouais, ça clairement, on peut le dire. 293 viewers, et on a des petites stats sur les viewers, donc il y a 5% des viewers qui sont venus en se trompant d'URL en fait. Il y a 5 autres % qui sont venus, mais en fait ils n'avaient pas l'URL. Il y a 17% qui ont cru qu'en fait c'était le Pipi Show. En fait, c'est une émission allemande qui passe sur un autre flux, enfin voilà, c'est autre chose. 80% d'entre eux sont restés jusqu'au bout et 100% d'entre eux ont été très déçus que ce ne soit pas le Pipi Show. 98% sont partis quand Andri a commencé à jouer du Melodica, mais 100% des gens ont aimé au final, et voilà, je pense que c'était une belle réussite. Merci le Fossoyeur, merci Jonas, merci à tout le monde. Absolument, merci. Bravo. Merci. Bravo Fossoyeur. Merci. Bravo Fossoyeur. Du coup, là je voulais parler plus précisément de Hard Corner, qui est ton projet Tipeee. Je me demandais, c'est vrai que c'est une idée qui peut apparaître saugrenue comme ça, de se dire le mec va faire une chaîne YouTube dédiée à l'ouvrage de carton. Tu vois ce que je veux dire? Non mais il y a un côté comme ça, on peut regarder ça. Sur le papier ça peut être bête et méchant. Voilà, mais comment ça t'est venu cette idée déjà? Tout simplement parce que finalement, il y avait un créneau... En fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était. Moi, je suis très gadget, je suis très figurine. Toi, tu collectionnes ces trucs-là. C'est ça, ouais. Moi, je suis déjà ouf. Ne serait-ce que brancher une Péritel, pour moi, c'est un plaisir, tu vois. J'entends des gens rire, mais non, mais c'est vrai. Je vais pouvoir faire mes installs derrière mon ampli comme ça. Exactement, c'est une vraie passion. Et du coup, j'avais déjà. En fait, il existe déjà un prototype de Hard Corner en anglais. Donc, ça s'appelait Hard Corner. Que t'avais fait donc à l'époque. C'est ça, il y avait déjà le premier personnage du rocker, mais c'était juste présenté d'une façon un peu hardcore, du déballage de manettes, de tests. À la base, c'était créé justement pour montrer une manette Street Fighter. D'accord, ouais, tu déballais. C'est ça, le Fightpad Street Fighter, et je voulais montrer, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça marche sur les jeux 2D, est-ce qu'on peut jouer à Mega Man 9 avec, etc. Et du coup, c'était un pad un peu à la Mega Drive, je me souviens un peu. C'est un pad un peu Saturn. Et 6 boutons 2x3. Mais alors, moi j'ai la toute première édition qui est un peu large. Maintenant, il existe des plus petits pads qui sont vraiment bien. Et du coup, je trouvais que c'était cool. J'aimais bien ce personnage-là. Et finalement, c'était un des trucs pour lesquels en fait mon bagou sortait le plus facilement au niveau de l'écriture.
Et quand je suis arrivé donc à faire des vidéos en français, je parlais avec un pote qui s'appelle Docteur Lacave, que je salue, qui travaillait chez No Life pendant un temps, maintenant qui a un magazine faussement rétro qui s'appelle Rétro vers le futur, qui est vraiment très cool. D'accord. Et il se trouve que voilà, je lui disais, écoute, j'adorerais avoir ce personnage de Hard Corner, mais j'aimerais faire une espèce de fiction, parce que moi, l'un de mes films préférés, c'est Clerks de Kevin Smith. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien avoir une espèce de dialogue, de rapport avec un vendeur, tu vois, un truc comme ça. C'est lui qui m'a dit, t'as qu'à prendre ton mec du Hard Corner et puis t'en fais un vendeur, tu lui fais vendre des jeux, et du coup il les présente. Et j'ai fait, ah putain, ça serait cool. Et puis il les montrait sur une VHS parce que tu vois, il est tellement hardcore et vieux, et vieux jeu, etc. quoi. Et donc c'est comme ça que tu arrives au truc. Et donc c'est d'abord pensé comme une fiction avec une chronique à l'intérieur. Parce que voilà, moi déballer un carton, montrer le jeu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je regarde moi-même jamais ce genre de contenu. Voilà, ça en l'état en fait c'était pas tout à fait viable quoi. C'est pour ça que tu l'as habillé autour. Ok. Est-ce que parce que c'est marrant de partir là-dedans et puis de se dire voilà, il y a du monde qui va te suivre, qui va regarder ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était un pari un peu risqué, j'imagine au départ. À la base en fait, j'étais déjà en pourparlers avec No Life pour le diffuser donc sur leur antenne. Donc c'est vraiment, j'avais vraiment mis les bouchées doubles au niveau production, etc. J'avais acheté une caméra exprès à la base pour ça. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je fasse un truc bien, parce qu'après ça va passer sur No Life. Donc passer sur No Life, c'est plus ou moins passer sur TF1. Passer sur TF1, c'est plus ou moins faire du cinéma. Faire du cinéma, c'est plus ou moins Steven Spielberg. Steven Spielberg, c'est plus ou moins être le roi du monde. Et donc voilà. Au Panthéon, et puis voilà. C'est exactement ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment ce qui se passait dans ma tête, quoi. Et donc, il s'est trouvé que je me suis trouvé. Voilà, j'ai mis plein d'efforts là-dedans. Au bout de 2-3 épisodes, No Life a fini par dire banco. Mais moi je croyais déjà de toute façon au concept en me disant ouais non ça existe pas ailleurs, il y a personne qui fait une vraie chronique un petit peu scénarisée, ça va, les gens sont, par exemple je sais que les premières vidéos du joueur du grenier, il y a des gens ils avaient l'impression qu'ils regardaient un truc fait à Hollywood quoi, tellement en fait ça sortait de nulle part, le fait d'avoir écrit, monté, mis des petits effets spéciaux même à la con dans une chronique de jeux vidéo finalement qui pourrait être bête et méchante, mais les gens en avaient déjà soupé un petit peu de ce contenu là quoi. Et du coup en 2 mots donc tu fais aussi plein d'autres choses, j'ai vu que tu faisais des chroniques ciné, des chroniques de jeux. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots, est-ce que tu fais d'autres voilà, donc en parallèle de Hard Corner que j'essaie de faire 2 fois par mois même si je galère un petit peu en ce moment, au moins 1 fois par mois ça c'est clair, c'est le contrat sur Tipeee on va dire avec le contrat avec les internautes exactement. Je fais aussi donc quand il y a une grosse sortie ciné qui touche un petit peu à l'univers geek. Là, dernièrement c'était Interstellar, un petit peu avant il y avait Tortue Ninja ou des trucs comme ça, là je fais une espèce de critique ciné mais qui est que j'appelle une chrono-critique, c'est-à-dire que c'est en 1 minute, il faut qu'on sache voilà, quels sont un petit peu les tenants, les aboutissants du film et si ça m'a plu, si je le recommande, si je trouve que ça tombe un peu à côté de la plaque. Donc voilà, donc je fais des petites chroniques ciné comme ça de temps en temps sur la chaîne. Et tu fais de la critique de jeu parce que tu vois ce que je veux dire, critiquer le coffret d'Assassin's Creed, c'est pas la même chose que finalement tu alors sur Ben's Live, là par contre c'est vraiment un flux où on vous regarde jouer, on délire ensemble et des fois je fais des découvertes donc du coup je donne mon avis sur le jeu. Pendant un temps Chrono Critique c'était aussi Chrono Test et quand j'avais le temps mais le truc c'est que un test pour moi ça prend du temps à faire et j'ai pas forcément tous les jours en avance donc pour moi sortir un test par exemple de Halo 3 mois plus tard quand moi j'en aurais vraiment fait le tour personnellement et que là je pourrais publier un test, c'est trop tard, complètement tronqué et c'est ça, donc autant faire une découverte finalement parce que ce serait jamais que mon avis sur une découverte. À côté de ça j'ai un autre projet en ce moment qui me tient vachement à cœur, c'est l'animation sur YouTube, parler de ça aussi. Qui est donc qui se matérialise dans la série Les Stars Barbares de l'espace, qui est donc une série qui est animée à la base par Harry Partridge qui fait ses dessins animés à la main et qui a une production value absolument incroyable. Le mec c'est hyper chiadé moi ce que j'ai regardé, le mec anime, enfin c'est un des rares youtubeurs déjà qui anime en 24 images secondes à la main. Faut savoir que la télé ne fait même pas ça hein. Si vous regardez un manga la plupart du temps c'est 12 images secondes, voire enfin si vous regardez même un vrai animé des fois c'est 1 image seconde, une image et un travelling comme ça sur des mecs, des fois c'est juste un travelling sur 2 cellulos exactement, alors que lui redessine vraiment 24 dessins par seconde tout seul à la main. Je crois que c'est sa copine qui fait les couleurs ou alors les décors. Il fait toutes les voix dans la version anglaise et moi donc c'est un bon pote à moi, un malade mental de figurines, de tout ce qui est l'univers un peu 80s musclore, j'allais dire les maîtres de l'univers, c'est ça, les maîtres de l'univers, métal hurlant, tout ça, donc en gros genre gros muscles, gros boobs, pistolet laser, voilà on est bon. Slip en métal, voilà, slip en métal, des planètes, des espèces extraterrestres à baiser.
Des couleurs improbables. C'est tout ça. Enfin, vraiment, ouais, c'est tout ça, les stars barbares. Et du coup, moi donc je suis très très fan de ça. Et en fait, il avait un petit peu de mal à boucler le budget de son épisode 3. Moi je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien avoir les stars barbares en français. Donc, et puis avec un pote, Bob Lennon, on est super fan de doublage et on aimerait s'y mettre, quoi. On aimerait, je pense qu'on ferait un bon en plus, Kilgar. Et Corner, t'as une voix, enfin je veux dire, c'est un truc qui c'est ça, moi j'aime bien travailler la voix, etc. Ouais. Et pour moi c'est très visuel. Oui, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, d'ailleurs en parlant de voix et de doublage, on a Alain Dorval qui nous a appelé, qui est le doubleur officiel de Sylvester Stallone en France, qui nous a demandé si tu pouvais lui rendre sa voix parce que là il est vraiment embêté, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc du coup, je reviens à quelque chose d'intéressant. Les stars barbares. Donc du coup, on s'est vraiment prêté au jeu avec Seb Dugrenier notamment, qui fait des voix de méchants qui sont délirantes. Et donc, grâce notamment donc aux tipeurs, grâce au budget qu'on a débloqué sur Tipeee, on a pu s'offrir les Stars Barbares en français, en version française, et faire découvrir Star Barbares à plus d'1 demi-million de personnes. C'est-à-dire que c'est déjà ma 3e vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. On a le film Hard Corner qui a été vu plus d'1 million de fois, ma vidéo sur la première PlayStation qui a été vue presque 900 000 fois, et les Stars Barbares qui pourtant sont sortis il y a même pas 3 mois sont déjà à presque 800 000 vues. Et puis le 2e épisode est presque à 500 000 là. Donc et vous essayez de financer du coup le 3e. C'est ça, donc le 3e film en fait est déjà financé, c'est-à-dire que j'ai déjà reversé des royalties à Harry en avance pour qu'il boucle son budget sur le 3e épisode. Le 3e épisode devrait se boucler dans la semaine. Donc là moi je suis très très pressé de découvrir ça. Je sais que le joueur du grenier m'a supplié d'avoir un vrai rôle cette fois pour faire les voix, et je vois que tout le monde en fait est vraiment, a vraiment un super affect par rapport aux Star Barbares. J'étais à une convention à Bordeaux et j'ai même fait une dédicace Star Barbare à Alain Juppé, figure-toi. Donc voilà, c'est pas rien. J'attends toujours son tweet. Par contre, voilà, Alain, si tu me regardes, j'attends toujours le tweet. Il nous regarde parce avec Nadine Morano, il nous regarde parce que à la fin de la journée, j'en avais plus assez pour les gens. Donc techniquement, t'as volé cette dédicace aux mains d'une vraie fan. Donc voilà, si tu veux faire quelque chose d'intéressant ce soir, tweet sur les Stars Barbares. Bon alors, du coup, ça tombe bien. On va parler d'un truc qui n'a absolument aucun rapport. Ok, faisons ça. Voilà, de la prochaine chronique. Alors, j'ai envie de dire jingle. Voilà. Jingle. Voilà. Ça me plaît bien comme titre de jingle. Alors on va te présenter du coup des pochettes, alors dont certaines sont très connues, hein, on va revenir qui sont absolument répugnantes, qui sont parmi les pires de l'histoire du jeu vidéo. Et on va te demander de deviner en fait de quel jeu il s'agit. Voilà. Ah ça je suis bon à ça. On va commencer facile. Ça je suis bon à ça. Vas-y. Facile, tu vas voir, ça devient raide. Alors Maximilien, première pochette. Alors, putain mais je vois que dalle. Tu rapproche-toi, on s'en branle, de toute façon personne ne regarde. Alors ça c'est le Pac-Man d'Atari il me semble. Mais oui, alors si on peut bien s'arrêter 2 secondes, il est en short avec un t-shirt de lui-même. Voilà, c'est de la grosse merde. Non mais ça c'est formidable. Par contre oui, c'est de la merde en boîte. Oui. Voilà, et en plus le Pac-Man, alors si c'est ça c'est absolument hallucinant quand mais ça c'est pas la pochette Atari 2600, ça va être le Pac-Man Atari 5200 ou 7800. Aucune idée. J'ai tapé Google et parce qu'il me semble que le Atari 2600 c'est carrément un screenshot du jeu, et le jeu est dégueulasse d'ailleurs. Ah ouais. Bah voilà, donc celle-là était bien, elle m'a bien plu. Alors pochette suivante. Pochette suivante. Bon, ça c'est Megaman 1 sur version US, voilà, où si on zoome, voilà, on voit que Megaman il est un petit peu sur la fin là. Et surtout si on zoome, c'est n'importe quoi, il est jaune au crayon de couleur en fait. Quand tu la regardes, c'est dégueulasse. De près, c'est dessiné par un enfant au crayon de couleur. Et du coup ils ont vraiment mis ce Megaman là dégueulasse dans Street Fighter X Tekken, exactement. Un super clin d'œil. Et donc du coup la jaquette française, enfin européenne de Megaman est vraiment géniale. Bien sûr, elle est nettement. Et en plus elle est peinte. D'ailleurs, alors pour ceux qui ont Megaman en tête, enfin il est bleu en fait. Oui, il est pas jaune, c'est clair. Et puis il a pas un flingue, il a un bras flingue. C'est stupéfiant vraiment. Bon alors vas-y, prochaine. 3e. Vas-y, attends. Oh là, un jeu Hudson Soft sur NES. Mais normalement tu devrais le reconnaître, c'est un acteur très connu asiatique. Ah, si c'est un jeu Hudson Soft. Alors mais c'est marrant parce que je connais pas cette version de la boîte, mais ça doit être le Jackie Chan. Sauf que si le Jackie Chan version. En fait, c'est Shoyun Fat qui a repris son rôle pour le jeu. Ah oui, j'avoue qu'on connaît plus, oui, parce que ça ressemble. Aussi, mais du coup, d'accord, donc putain, la jaquette américaine est vraiment dégueulasse. Elle est bien dégueulasse. La jaquette française est excellente. Ah, je la connais pas, ouais. Ouais, non, et puis il est très très bien le jeu d'ailleurs, je le recommande. Ah, c'est possible, ouais. Très très bon jeu d'action plateforme. Alors, la suivante, ça c'est bon, pour moi. Ça c'est Ninja Golf, mais il est très très connu. Ah, tu connais ça. Il est très connu, et faut savoir que c'est un des meilleurs jeux de l'Atari 7800. Est-ce qu'on peut voir un extrait de ce jeu parce que c'est à ne pas le croire. C'est génial. Qui fait du golf. En fait, donc c'est un vrai jeu. En fait, regardez bien, il tape et après il va dérouiller les mecs. En fait,
le déroulement, c'est que c'est un vrai jeu de golf authentique. Donc tu choisis, voilà, c'est ça. Tu choisis vraiment ta trajectoire et la force de ton pitch. Et pour aller chercher ta balle, c'est ça. Tu dérouilles des mecs. Voilà, et t'as des grenouilles ninja qui t'attaquent, etc. C'est un jeu génial et c'est un des meilleurs jeux de la 7 Mais à l'époque, tu pouvais faire des jeux comme ça, c'est ça qui est dingue. Vraiment de la balle. Écoutez, pochette suivante, là ça va devenir un peu plus réel. La suite. Oh là, ça doit être. Alors, US Gold, ça sent l'adaptation nulle à chier sur micro d'un jeu console avec Sega. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, parce que du coup, ce n'est pas un contrat. Et non. Du coup, ça doit être. J'avais jamais entendu parler de ce truc là, franchement. Un jeu Sega. C'est pas Crackdown. C'est putain. C'est pas mal. Je l'avais. Pas mal. Franchement, pas mal. Alors, si on peut s'arrêter, pareil, 2 secondes sur la pochette. Remets la pochette s'il te plaît. La pochette une seconde si tu peux. Voilà. Bon, il y a un Stormtrooper en bas à gauche. Il y a un dieu bouquetin. Voilà, il y a un singe en bas à droite. Un singe aussi. Et alors, puis le diable qui a l'air plutôt sympa en fait. Crackdown, c'est une merde finie. C'est un jeu où tu joues avec un tiers de l'écran, même pas. Et en fait, tu dois juste désamorcer des bombes. Ça n'a rien à voir avec cette merde. Ouais, c'est ça. C'est de la grosse merde en boîte. Bon. Alors, vas-y, pochette suivante. J'espère que t'as plus dur. Oh là là. Ouais. Oh putain. Ouais, non, ça c'est impossible. Ça c'est pas l'espèce de merde sur Mega CD. Ah non, celle-là elle arrive. Non, avec ah merde, putain. Non, c'est pas non mais il y en a une qui c'est pas White Man Can Jump. Non, mais non, c'est sur pas Jaguar du film. Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est largement aussi étronesque. Street Sports Basketball. Mais regarde bien, la tête du mec, il avait pas envie. Il avait pas envie, il a peur de salir son pyjama, tu vois, parce que il a un super pyjama. Vraiment, il voulait pas. J'avoue, non, celle-là je connaissais pas. Pochette suivante, celle-là tu la connais, je pense. Oui, ça c'est Phalanx sur Super NES. Mais ce qui est très drôle, bon, what the fuck, oui. C'est le décalage entre la pochette et le jeu. Si Max on peut avoir un extrait, voilà, le jeu en fait c'est ça. C'est pas voilà. du tout un vieux le jeu c'est Versus c'est ça, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Moi je trouve ça dommage pour tous les gens qui habitent en Louisiane qui voulaient vraiment un jeu d'un barbu avec un banjo et tout, et qui n'ont pas pu avoir leur jeu à la délivrance, tu vois, quelque chose de leur simulation de barbu quoi. Ouais, c'est ça. Alors pochette suivante. Bon, ça c'est Night Trap, c'est très connu ça, c'est un très bon jeu d'ailleurs. Et la version Sega CD32X, 4 jeux CD32X en fait. Puisqu'il fallait avoir les deux. Alors en fait, il existe aussi sur Mega CD, mais les couleurs sont dégueulasses, sont chier. Mais par contre, la version CD32X, du coup, c'est une sorte de Fantasmagoria, c'est ça ? C'est pas tout à fait ça, c'est en temps réel en fait, tu regardes des caméras de surveillance dans une maison. Et en fait, t'as des en fait de temps en temps, en fait, en temps réel, tu vois, genre des nanas qui sont en train de glander dans une maison et tu dois les surveiller. Mais en fait, de temps en temps, si tu regardes, t'as des ninjas en fait qui sont en train d'échafauder un plan pour braquer la maison, etc. Et toi, tu peux activer des pièges. Ah voilà, c'est en fait, d'accord. Faut regarder un peu toutes les caméras, faut pas être trop distrait par les nanas. Et quand tu tombes sur un ninja, t'appuies sur un bouton et ça active un piège pour attraper les. Réel en fait, comme c'est ça. Voilà, parce que c'est que de la vidéo. Voilà, c'était sur CD à l'époque. C'est Heavy Rain avant l'heure un petit peu. Mais vraiment. Ça c'est Skate or Die. Non. Non, ou alors putain, c'est pas Skate or Die. Non. Du coup, putain, mais je l'ai déjà vu en plus celle-ci. Alors si on peut l'avoir en grand. C'est Howard de Big Bang Theory qui fait du skate en pyjama. Si on peut c'est vraiment Howard. Il a la tête de ce gars-là, c'est juste improbable. Putain, c'est Metro-Cross. Et c'est un jeu. Il est sur Lynx. Ce jeu est sur Lynx et en fait c'est un bon et Atari ST. C'est un bon jeu en fait. Ouais, parce qu'en fait il y a un bon jeu sur Lynx. C'est que t'es en scrolling horizontal, tu peux bouger un petit peu en profondeur comme dans un beat'em all. D'accord. Et t'as un damier en fait, et du coup il y a des pièges dans le damier. Tu skates comme ça, tu slalomes un petit peu dans les trucs. C'est pas mal du tout. Marble Madness et du tout. Par contre, je me souvenais pas de cette jaquette là. Je sais que j'avais déjà vu dans un florilège des jaquettes pourries. Je recommande des trucs Revanche of Mutant Camel. Il y en a plein. Il me semble. J'ai un pote, je sais plus ce qu'il a comme. En tout cas, si vous suivez un mec qui s'appelle Mea sur Twitter, il a un blog comme ça qui s'appelle, je crois, Nos années passion ou les pires jaquettes. Et où il retrouve vraiment les pires trucs du monde. Il y a vraiment des trucs dégueulasses. Ah ouais, bah oui. Là, c'était vraiment un florilège, mais il y a des trucs vraiment dingues. Et bah écoute, toujours merci, toujours donc en compagnie de Benzaï pour le Tipeee Show. Du coup, je voulais parler là un peu plus jeux vidéo. De ta carrière de joueur, disons. On n'en parlait pas assez. Ouais, on en a pas beaucoup parlé jusque-là, faut dire ce qu'il y a. Non, je voulais savoir déjà le premier jeu qui t'a marqué, vraiment ton premier souvenir de joueur, un truc qui t'a scié les jambes. En fait, mon premier jeu, et qui est, pour moi m'a vraiment donné le virus, c'est un jeu auquel mon grand-père m'a fait jouer sur Ori Catmos. Donc attention, là on parle d'un ordinateur. Catmos, je connais. Non. Oh, si, on connaît. Si, allez, bravo. Merci, celle-là elle est pas mal. Donc, qui est un jeu qui s'appelle Doggy sur Ori Catmos. Ori Catmos, on est sur un ordinateur, non pas 16, non pas 8, mais 4 bits. Monochrome ? Non, 4 couleurs. Catmos, 4 couleurs, pas mal. 4 couleurs. Et donc, c'était un jeu qui... Est-ce qu'on peut avoir à boire plutôt au lieu de dire des conneries ? Bien sûr.
Merci. Donc, Doggy, qui est un jeu édité par Loriciel, français sur Oricatmos, et qui en fait s'est trouvé, j'ai découvert 20 ans plus tard, qu'il était développé par Eric Chahi, notre gloire nationale, qui est le mec qui a fait Another World après tout seul dans son coin, et Heart of Darkness, etc. Et du coup, mon premier souvenir de joueur, c'est de jouer à Doggy, donc, qui était un runner, qui était déjà un runner à la iPhone comme maintenant hyper populaire, sur Oricatmos avec une musique assez marrante. Et donc si vous cherchez Doggy, donc D-O-G-G-Y, et plus loin Oric, O-R-I-C, vous pourrez voir la gueule de ce jeu là, et c'est un vrai moment d'histoire. C'est ton premier émoi de joueur. Mon premier émoi de joueur, ce qui m'a vraiment donné le virus totalement. Et après, quand j'étais chez mon grand-père, je ne voulais qu'une chose, c'était jouer à l'ordinateur. Les Atari ST et tout, toi t'es né un peu plus tard que ça, j'ai l'impression. Enfin, t'as pas connu ça sur le coup, quoi. Pas sur le coup. Alors, alors attention, Atari ST, Amiga, ils ont pris leur retraite que fin 94, voire début 95. L'arrivée de la PlayStation, on va dire. C'est resté très très longtemps sur le marché avec des nouveaux jeux, etc. Les Mortal Kombat, les Street Fighter, etc. Donc, oh là, on a le droit de boire ça. Ah oui, non mais ça, on fait un peu ce qu'on veut. Allez, hop là. Alors, donc oui, donc moi je suis né en 87, mais l'Oricatmos c'était quelque chose qui traînait encore dans les affaires de mon grand-père, qui par contre a très vite en fait, s'est très vite équipé en Amiga Atari ST, qui étaient pourtant des machines hyper chères. Dites-vous les amis que le disque dur de 10 mégaoctets sur Atari ST coûtait 15 000 francs. Coûtait 15 000 francs. 15 000 francs aujourd'hui, donc ça fait presque 2200 €. Mais 2200 € de 90 avec l'inflation, c'est presque 3000 balles, 3000 €. On a 3000 €, donc on a une Clio 3 avec 100 000 km pour 10 mégaoctets de mémoire. Qui dit mieux? En plus, c'est un truc qui est gros comme une Xbox One aujourd'hui. Normal, 10 mégaoctets. Et dis-toi qu'en fait, le disque dur donc Atari ST de mon grand-père est mort il y a 3 ans. Et il était tout malheureux en fait parce qu'il fait encore ses comptes dessus. Oui mais je connaissais un mec qui faisait de la musique comme ça sur un vieil. Ah mais alors attention parce que voilà, parce qu'en plus là on est dans les locaux d'un label de musique qui ici sait que bon, personne ne le sait d'avance, mais en fait l'Atari ST avait une prise MIDI de série en fait sur le clavier. Ça a été l'ordinateur avec lequel on composait le logiciel Cubase, qui est né sur Atari ST, voilà. Et donc c'est pour ça que en fait les créateurs de chez Exos ont collaboré avec Jean-Michel Jarre à l'époque, parce que eux ils arrivaient à faire des beaux effets spéciaux en 16 bits sur Atari ST. Du coup Jean-Michel Jarre a utilisé ça pour faire de la programmation, etc. Et pour faire des effets kaléidoscopiques. Et du coup Jean-Michel Jarre après a composé avec Exos, notamment pour faire la musique de l'Arche du Capitaine Blood. D'accord, le fameux. Parce que en fait l'interface musicale de l'Atari ST est incroyable, et donc tous les gens qui font de la ZIG sur PC, vous pouvez oublier le Mac, etc. Tous les trucs de hipster, ça se passe sur Atari ST. Absolument. Du coup, écoutez, on va repartir. Désolé à tous les hipsters dans la salle, j'en entends quelques-uns qui sont là. Oh merde. Écoutez, on va se refaire une petite chronique, voilà. Jingle. Vas-y, relis-moi ce qui était écrit sur le jingle là. Alors, version originale mais sous-titré japonais cette fois, parce que j'ai pas eu le temps de préparer cette chronique. Du coup, je te resserre celle de l'invité du mois dernier. Alors, tu vas me dire que j'aurais sûrement mieux fait de mettre à profit le temps que j'ai mis à préparer ce carton interminable pour écrire une chronique digne de ce nom. Ce à quoi je te réponds merde. Ok, voilà. Donc, faisons ça. On n'a même pas fait de carton, rien. Celle-là, vraiment, on n'a pas eu le temps de la préparer. Donc, je vais te donner des titres japonais de jeux vidéo. Ouais. À toi de me dire quels sont leurs titres en France. Ouais, ok, d'accord. Ça, je pense que je peux le faire. Ouais, ça, je peux le faire. On va commencer. Après, il y a forcément des trucs bien dégueulasses, quoi. On va commencer facile avec Rockman. Oui, ça, c'est Megaman. Voilà. Biohazard. Resident Evil. Voilà, pour des raisons de droit, hein, évidentes. Bon, ouais, voilà. ouais, à cause d'un groupe de métal, Biohazard. Mais bien sûr, voilà. Contra. Probotector. Probotector, évidemment. Light Wars. Star Fox. Bien sûr. C'est Star Wing. Ou Star Wing, en France. Light en France, monsieur. Parce que t'as Star Fox 64 et Star Wing sur Super NES. Ninja Ryukenden. Oh putain. Ouais. Et en France, hein, pas aux États-Unis, c'est trop facile sinon. Ninja Ryukenden. C'est pas Shadow Warrior? Mais si, bravo. Ah. Bravo. Qui est donc Ninja Gaiden aux États-Unis. Voilà, exactement. Et si vous regardez le film The Wizard ou le Petit Magicien, ils disent Ninja Guidon.
Ah bah oui, dans la traduction, oui, les mecs sont même pas rencardés en fait sur ce que c'était. Waouh, il a fait 5000 points à Ninja Guidon. Je sais qu'est-ce que c'est que ce jeu, je ne connais pas. Bah oui, comme Ninja Golf ou Ninja Guidon, enfin normal, tu t'es à vélo. Kunio-kun. Alors, quelle version de Kunio-kun? Le premier. Neketsukoa Kunio-kun. Exactement. Bah alors, t'as River City Ransom. Non. Attends, mais le premier Kunio-kun, ah bah Renegade. Mais oui, voilà. Yume Kojo. Bon, faut savoir que alors Kunio-kun c'est créé par le créateur de Blue Dragon, qui est un pote à moi en fait, parce que je l'ai rencontré. Je suis pote avec Florent Gorge, qui est aussi mon éditeur sur un DVD. Et en fait, c'était l'interprête de donc Kishimoto Sensei, le créateur de Double Dragon, donc du Beat'em All. Donc si tu joues chez toi à God of War, tu respectes cet homme. Mais il y avait eu un super sujet sur No Life. Ouais, c'est ça. Avec Kishimoto Sensei. Parce que c'est chiant. Et non, mais c'est vrai, non, j'avais et ce mec-là, voilà, et il racontait qu'il avait créé Double Dragon. C'est ça. Où en jouant à Renegade, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas ramasser l'arme du mec qui était tombé à côté, et il a créé Double Dragon pour compenser cette frustration-là et pouvoir ramasser la batte de baseball. Et moi qui ai même lu sa biographie, je peux t'expliquer que s'il y a un nunchaku dans Double Dragon, c'est parce qu'un jour au lycée, il s'est fait alpaguer par 3 mecs qui avaient genre récupéré un nunchaku, genre vas-y, je vais te péter la gueule, et en fait. Il a fait tomber le nunchaku et il l'a ramassé tout de suite et il a tabassé les 4 mecs. Et du coup, et c'était un gros en fait les délinquants japonais, tu sais, c'est une vraie culture là-bas de te faire pousser la banane et de tout défoncer. Oui, bah oui. Et c'est vraiment son enfance. Et du coup dans sa vie, il t'explique toutes les fois où il s'est battu et c'est un truc de malade. Et c'est tout ce truc de gang, voilà. Et Kunio-kun, c'est marrant parce que c'est une licence en France que franchement qui est très méconnue, alors que World Cup Soccer par exemple sur NES, est encore génial, ouais. Et il est encore très bon. Voilà, où tu faisais des retournées acrobatiques du milieu du terrain. Encore très bon. Et alors il existe un Kunio-kun collection sur 3DS. Ah d'accord, je savais pas. Au Japon. Et maintenant en fait j'ai pu voir, parce que bon comme je l'ai en pote sur Facebook, il existe une web série Kunio-kun. Mais parce que c'est un truc fleuve Kunio-kun au Japon, mais il y a 60 jeux. Mais c'est sorti cette année alors que c'est des vieux jeux. Et il existe une web série Kunio-kun où le mec il est vraiment dans un lycée à jouer au volleyball, mais à se taper dessus avec des potes qui ont des sales gueules et tout. Il y avait Kunio-kun et donc du coup ils font de l'athlétisme, du foot, ils se bagarrent, c'est n'importe nawak, et ça existe en DVD maintenant. Et c'était des super jeux. Bon bah pas mal. Yume Kojo, Doki Doki Panic. Ah mais ça c'est Super Mario Bros 2. Voilà, pas mal. Et le dernier qui est mon préféré personnellement. Michael, je sais pas pourquoi. Hitler's Revival, Top Secret. Mais ça c'est merde, Bionic Commando. Mais oui, putain la vache, comment tu sais un truc pareil sans déconner? Non mais ça c'est franchement c'est que des en fait c'est que des faciles en fait. Bah oui, c'est que des jeux très connus, c'est des trucs assez connus. Mais par exemple moi je m'attendais à des trucs non, c'est complètement fou. Je l'ai pas préparé ce truc là, je suis sur Google, ça m'a pris 5 minutes. T'as des jeux là sur le coup je pourrais pas te dire, mais tu prends un jeu genre un jeu Dragon Ball sur genre tu vois genre en fait complètement c'est genre Shin Butoden 2, ça devient juste la légende des boules de cristal. C'est Doki Doki Panic en fait qui est complètement un autre jeu. Super Mario Bros 2 au Japon, c'est pas un jeu quoi. En fait c'est un mec avec un turban, le héros, etc. Et il existe et du coup il y a un Super Mario Bros 2 au Japon qui est jamais sorti ici, qu'ils ont trouvé trop difficile, qui est le Lost Level exactement, voilà. Exactement. Ça c'est quand même de l'histoire on va dire très connue. Oui ça c'est assez connu quand même. Tout le monde dans la salle là et là. Vous savez ça. Qui connaît Vous saviez tous que Super Mario Bros 2 n'était pas le même au Japon. Évidemment. Ben voilà, c'est la dernière partie du TV show déjà. Toujours en compagnie de Benzaï. Pourquoi on a des questions du public en fait? Alors oui, les questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vais pas t'interrompre, mais c'est pour les gens quand même. Pour Benjamin Daniel. Oui, c'est moi. Alors c'est sur Minitel, c'est Guy Georges 77 qui voudrait c'est savoir une connerie, si tu pourrais rejoindre le fan club des gens qui ont un prénom dans leur nom de famille. Voilà, il y a Émile Louis, Patrick Henry, Patrick Sébastien, Maxime Martin. Est-ce qu'il y a Boy George? Alors non, c'est pas dans la liste. Ah bah merde, mais alors non. Alors, première question de Léopold d'Ambricourt. Pourquoi comme nom le Hard Corner et pourquoi sur une VHS? Alors, le Hard Corner, c'est tout simplement... déjà, t'as pas vu le film? Il a pas vu le film. Dans le film, justement, il y a la quête du prénom, du nom de la boutique, qui est vraiment, en fait, le cheminement que j'ai eu. C'était que, en fait, je voulais montrer des trucs hyper hardcore, et donc je voulais que mon émission, ce soit le coin hardcore. Donc du coup, c'était le Hard Corner, c'est un mot valise. Voilà, tout bêtement. Et pourquoi une VHS? Parce que le mec est tellement en fait enfoui dans une vision passéiste du jeu vidéo en mode Player One, Wayne's World, jean troué, cheveux longs, etc. rocker. En fait, le but c'était de rendre au geek la geekness. C'est con à dire, mais c'est-à-dire que pour moi j'aime bien parler de jeux vidéo avec des mecs qui sont crasseux, qui prennent pas soin d'eux, qui sont j'aime
J'aime pas le cliché vraiment quoi. Vraiment voilà, justement être confronté moi j'aime bien le cliché en fait parce que ce truc-là. J'aime le côté contre-culture, j'aime le côté rock'n'roll du jeu vidéo, le côté player one. Mais c'est ce que je te disais de No Life, ils font des trucs parfaitement regardables et c'est ça que je trouve hyper. C'est ça qui est bien. C'est leur raison d'être à ces mecs. Tu te sens à la maison quand tu regardes les émissions. Exactement. Et du coup moi je voulais ce côté-là jeu vidéo, je voulais pas mettre une paire de Ray-Ban qui me bouffe la moitié de mon visage et faire oh vous trouvez pas que des fois Mario c'est un peu foufou, il mange des champignons, il doit être drogué quoi, lol. Non, c'était pas ça. Cool, une autre question peut-être. Oui, on a une petite question de Lille et Loulo. Est-ce qu'il existe des consoles auxquelles tu n'as pas joué? J'ai jamais joué à la PCFX de chez NEC. Qui est une console japonaise qui est spécialisée dans la compression vidéo. Non, c'était la PC Engine. Non, ouais, c'est ça. Alors la PCFX, c'était la nouvelle console de NEC qui ne faisait que de la décompression vidéo. Et du coup, il existe un jeu de baston où c'est que des dessins animés en fait. Genre, tu fais un Hadoken et ça lance vraiment un dessin animé un peu à la Chevalier Zodiac où le mec balance une furie et après c'est au mec de faire une manip pour que ça balance une autre cinématique. Oui, et c'est quasiment un RPG au tour par tour pour ainsi dire. Mais même pas. Mais c'est pourtant c'est vachement nerveux alors que tu joues par cinématique interposée. C'est très bizarre. Comme Dragon's Lair ou ça ressemble beaucoup à ça. Mais attention parce que Battle League tu peux jouer en versus, c'est n'importe quoi. D'accord. Oui, mais là du coup ça fait un peu tour par tour. Enfin, chacun lance son attaque et la contre. Mais ouais, mais tu peux l'interrompre à tout moment, etc. Mais bon, ça c'est l'un des meilleurs jeux de la console parce que sinon c'est surtout des jeux érotiques en fait. Oui, d'accord, ok. Et c'était ça surtout qui m'intéressait, tu vois. Mais en tout cas, voilà, la PCFX, je n'ai jamais joué non plus à la Playdia. La Playdia, qui est je sais même pas ce que c'est. Alors c'est une console de Bandai qui est plus ou moins en fait un espèce de lecteur DVD d'avant l'heure où il y a un jeu Dragon Ball Sailor Moon. C'est ça, c'est un peu un CDI japonais, exactement pour vraiment petit enfant. Et il y a un jeu Sailor Moon, il y a un jeu Dragon Ball. Et d'ailleurs donc ceux qui ont vu, donc les gros fans de Dragon Ball Z ont tous vu l'OAV, la revanche du docteur Eggy, qui était inédite en France pendant des années et en fait c'était adapté du jeu notamment sur Playdia. Voilà. D'accord, oui, parce que j'ai vu que t'avais. C'est pour ça qu'il y a une fin alternative dans la version Playdia quand tu meurs. T'avais même chroniqué la V-Smile, enfin vraiment toutes les consoles du monde, t'as essayé. J'ai essayé d'en faire beaucoup. Oui, qu'est-ce qu'il y a à la régie? Non, vous tombez là dans les néants avec des détails. Autre question, du coup on enchaîne. De compagnon Cube. Oui, ouais, d'accord. Si tu le veux, mais on verra ça plus tard. Comment t'es venu l'envie de t'exprimer sur YouTube et pourquoi? On va te laisser 5 minutes là quand même. Ouais. 30 secondes, quelqu'un a un chrono juste pour juste pour. Sur YouTube, je pense que à la base, de toute façon, moi, quand j'ai commencé à faire les vidéos vraiment de jeux vidéo, etc., c'était pour m'incruster en fait, penser que j'avais quelque chose à apporter sur la table en termes d'expérience de jeux vidéo. Je voulais partager mes jeux préférés avec des potes sur des forums et tout. À la base, c'était vraiment que ça. Après, c'est vraiment devenu une habitude et un exercice auquel tu finis par prendre goût et auquel tu te dis ouais tiens c'est quoi la suite et puis petit à petit tu finis par y voir une carrière même quand le business model n'était pas du tout développé et donc du coup prendre la parole sur YouTube, je pense que c'est un réflexe très naturel et je pense que je sais pas si c'est quelqu'un qui est vieux qui a posé cette question, mais je pense que maintenant pour les jeunes d'aujourd'hui c'est quelque chose de très naturel de se dire attends j'ai un truc à dire. Si j'ai envie de m'exprimer de façon un petit peu construite, etc., ou j'ai envie de faire marrer les gens, je peux bricoler mon petit studio chez moi et faire un truc sur YouTube. Et pour moi, c'est un réflexe qui est assez naturel finalement. Du coup, ado vers 12-13 ans, tu rêvais d'être journaliste de jeux vidéo ou pas? Carrément. YouTube, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, j'avais toujours Alors, à la base, moi, j'ai une formation de professeur d'anglais. Et il se trouve que oui, j'avais toujours caressé le rêve d'être journaliste pour jeux vidéo parce que ça me faisait rêver de lire dans les magazines que les mecs étaient payés pour jouer à la Super NES. Pour jouer à la console, ouais, c'est ça. Et finalement, tu te rends compte après petit à petit que c'est hyper verrouillé. Payé pour recevoir des coffrets collector. C'est comme ça que t'as raccroché. Mais en fait, j'ai eu une mini expérience de journaliste, notamment chez Alert Orange, qui avait un site qui s'appelait digitalgames.fr. Et puis, du coup, j'avais mis un petit peu les pieds dedans. Et j'avais couvert la Gamescom pour eux, etc. Mais c'était un petit site, tu vois, j'avais vraiment le vrai exercice de style. Et tu te rends compte que c'est pas mal verrouillé dans les vrais, on va dire, dans les vraies filières dans lesquelles il y a une vraie embauche, il y a un vrai futur, etc. Là, j'étais plus ou moins stagiaire. Et donc, c'était plus ou moins verrouillé, mais là, et c'est tombé en même temps que une explosion YouTube francophone, où tu peux te dire, pourquoi j'aurais besoin de supplier à un journal de me filer file-moi un SMIC et je ferai des tests quand finalement tu peux faire ta sauce chez toi et finalement être ton propre testeur et les gens t'écouteront voire même plus que certains testeurs historiques. Du coup ça me fait penser à une question, alors ça c'est pour moi, c'est comme ça. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est vrai
en avançant avec l'âge et tout, bon, j'ai des potes qui bossent dans le jeu vidéo et tous me disent la même chose. Ils me disent finalement aujourd'hui je joue très peu. J'ai réalisé mon rêve en quelque sorte. Je bosse dans un studio, je bosse dans un journal, voilà. Et ils me disent finalement je joue assez peu. Tu joues encore beaucoup toi? Alors finalement je joue plus que quelqu'un qui a un vrai taf vraiment de 8 à 17 heures ou de 10 à 16 heures s'il travaille à la poste. Mais finalement c'est vrai que je joue moins qu'à une époque où j'étais vraiment boulimique de jeux, où genre je rentrais du lycée et vraiment il fallait que je joue genre 4-5 heures à tel truc, et vraiment où j'avais vraiment le temps de tout tester. Là je me rends compte que j'ai moins le temps de tout tester, pourtant je passe mon temps à jouer. Mais en fait le truc c'est que ce que tu vois pas avec YouTube, c'est que tu dis bon bah tu fais une vidéo même si tu fais une vidéo par semaine, t'as tout le reste de la semaine pour jouer à tous les jeux, etc. Mais en fait tu passes énormément de temps à gérer ta j'imagine. Et quelque chose que les gens oublient en fait, c'est que tu passes énormément de temps à gérer ta communauté. Oui bah oui. C'est-à-dire les messages Twitter, les messages Facebook, se tenir au courant sur les forums, sur les commentaires, etc. Ça bouffe énormément de temps. C'est quelque chose que tu fais de façon organique, c'est-à-dire que tu penses même pas. Oui, bien sûr, mais à l'arrivée c'est un boulot. De toute façon tu vas le faire. De toute façon tu as envie de te tenir au courant, tu as envie de savoir, de prendre la température de ta communauté. Mais finalement ça bouffe du temps. Et il y a plus ça te stresse, etc. Et puis donc par exemple tu vois avec Tipeee il y a tout un problème de logistique qui se met en place, genre et merde il faut que je pense à faire les dédicaces du mois, etc., le tirage au sort. Et c'est vrai que je joue moins que des potes à moi qui ont un petit boulot à côté, mais eux qui sont boulimiques de jeux, et dès qu'un jeu est sorti c'est bon, ils l'ont torché dans tous les sens. Mais alors justement j'ai un pote qui lui joue beaucoup, tu vois par exemple à l'E3 2012 Ubisoft présente Watch Dogs, grosse claque pour tout le monde. Et ce pote en fait, avec qui j'ai parlé de Watch Dogs pendant 1 an et demi, de révélation en révélation, de sortir poussé en sortir poussé, finalement il l'a jamais fait. Et il a fini par se rendre compte, il me disait mais finalement aujourd'hui mon rapport aux jeux vidéo c'est presque devenu que ça, les annonces, les médias, le désir en fait. Mais c'est vrai que je passe plus de temps, mais j'avoue je passe plus les de jeux temps, qui vont sortir. Je passe plus de temps sur le forum Garder Console de jeuxvideo.com qui est un forum qui moi je trouve génial parce que tout le monde s'insulte pour 3 pixels de plus ou de moins. Oui, et ça c'est génial. Ça c'est mon fixe. Ça c'est par exemple voilà Assassin's Creed Unity, il tourne moins bien sur PS4 que sur Xbox One, mais par contre Dragon Age il tourne en 900p au lieu de 1080p sur PS4. Ce que tu verrais pas. On s'en bat les couilles, mais moi ça m'intéresse. Ça fait des discussions passionnantes. Et moi je passe plus de temps à débattre. En fait c'est ça, c'est que en fait des fois ma copine va me dire mais pourquoi tu joues pas je sais pas au dernier jeu là et tout. Je fais non, je dis non mais attends, quelqu'un a tort sur internet, il faut que je m'en occupe d'abord et puis ensuite après je pourrais jouer quoi. Donc c'est très important ça, Je ne peux pas, voilà, va te coucher si tu veux, mais il y a quelqu'un qui a tort, donc il faut s'en occuper. Une petite dernière peut-être. On nous demande à quand de la musique. À quand de la musique? À quand de la musique? Eh ben écoutez, à maintenant, transition, quand tu nous tiens. Donc c'est la dernière chronique de cette émission. J'ai envie de dire jingle. Il y a du bon goût. Alors on accueille Andry, toujours notre petit chinois des îles. Alors Andry donc qui le mois dernier a mis fin à un débat séculaire autour du mélodica en prouvant définitivement que c'était vraiment un instrument de merde. Donc il est revenu cette fois-ci avec un piano. Merci pour nous, merci pour tout le monde, merci pour lui. Alors du coup là ça va être pour le coup un vrai blind test. Un vrai blind test, ça c'est bien. Voilà, on est entre nous à la bonne franquette. Il y a que du jeu vidéo, il y a du musique, il y a que des musiques de jeux vidéo. D'accord, c'est bien. Franchement c'est des grands classiques, voilà, je t'ai épargné Mario et Zelda mais c'est du grand classique. Ok. Ma petite Andrette, c'est quand tu veux. Tetris. Bravo. Est-ce que c'était trop cher? Enfin après voilà, on est dans un petit studio parisien qui a pas beaucoup de thunes. Est-ce que c'est trop cher de mettre un poster à côté de cette demoiselle? Absolument. Parce que le cadre est juste immonde. La vache, j'avais pas vu. On a mis du blanc pour t'amuser. Oh merde. Non, ce qui est bien c'est ça là. Ça on va pas le toucher finalement parce que ça c'est bien. Ouais. Trou dans la. C'est bien, c'est un confetti. Est-ce que tu peux nous dire la température à Tourcoing? Exactement. Voilà. Alors morceau suivant mon petit André. Tu l'as fait un peu à moitié celle-là. Ça c'est Pac-Man. Oui, pas mal. Alors maintenant version jazz, version lounge. Street Fighter. Oui, c'est le stage de. Ça c'est Guile. Ah, pas mal. Alors l'un des meilleurs usages dans le cinéma du thème de Guile, parce qu'on trouve ça dans un film, non pas dans le film Street Fighter, mais dans le film Nicky Larson avec Jackie Chan. À un moment, il y a un combat dans une salle d'arcade et Jackie Chan se transforme en Chun-Li et il y a deux potes à lui, dont un qui devient Guile.
Et là, à ce moment-là, il y a le thème du Guile. Et c'était mon premier kiff sur le thème de Guile. Qui est énorme. C'est que tout à coup ça se pointe. Et quand je me suis foutu un peu le nez dans les musiques de jeux vidéo, c'est une super musique. Et si vous voulez une trivia de merde. Envoie, balance. Donc dans cette scène, Jackie Chan déguisé en Chun-Li se bat contre un mec déguisé en Ken, et le gars qui est déguisé en Ken, donc qui fait un combat d'arts martiaux contre Bruce Lee, c'est un vrai ancien champion de kickboxing, mais c'est surtout un acteur qu'on retrouve contre Jet Li plus tard dans le film Expendables 1, et c'est un acteur qui s'appelle Gary Daniel. Et pourquoi c'est important? Parce que Gary Daniel est aussi l'incarnation physique de Ken le Survivant dans le film hollywoodien Ken le Survivant, notamment avec Malcolm McDowell dans le rôle du vieux sage Ryuken. Pas mal. Voilà. Et non mais attends, parce que ce film est incroyable, parce que l'un des méchants c'est l'un des gars de Reservoir Dog, mais surtout le méchant final, donc qui joue Shin, le premier méchant de Ken le Survivant, c'est Costas Mandylor, le flic dans tous les sauts plus tard. Et pourtant c'est lui le grand méchant dans Ken le Survivant, le film. Donc faut le savoir quand même. Et bah voilà, comme ça on sait. Merci pour la suite du blind mon test. Petit André. Ah mais les gens n'aiment pas assez Gary Daniel dans le monde, donc il faut le dire. Alors vas-y. Double Dragon. Pas mal. Double Dragon. NES et un stage 1. Voilà, absolument. C'est un peu pour toi celle-là. Metroid. Oui. Super Metroid. Encore. Alors celui-là, ça c'est pour moi, parce que j'adore cette musique. DuckTales, le stage de la lune. Pas mal. Qu'ils ont gardé pour le remake là il y a pas longtemps. Ouais. Parce que les musiques étaient super en fait. En me remettant le nez dedans, pareil, j'ai des. Il y a une très bonne version avec des paroles chantées par Brental Floss sur sa chaîne. Merci mon petit André. Alors vas-y la suivante. Ah, Elder Scrolls. Oui. Bah, c'est le même thème partout. Ouais, c'est notamment dans le thème depuis Morrowind. C'était Morrowind, voilà. Et c'est composé par Jeremy Soule. Absolument. Et le dernier, bon ça c'est cadeau, c'est pour toi, c'est cadeau. Vas-y, rajoute un. Oui, Gilbert Montagnier. Voilà. J'étais là, putain, attends, dans quel jeu sur Amiga? C'est peut-être composé par Rob Hubbard, Jupiter Probe. Non, c'est pas ça, d'accord. Voilà, et la dernière, Gilbert Montagnier. La dernière, c'est pour toi, c'est cadeau. Ah, c'est Jim Power. Mais oui, évidemment. Bravo. C'est bien que tu te sois entraîné à le faire. Est-ce que t'en as un bien piégeant là? Vas-y. Non, c'était une petite liste comme ça. T'as rien d'autre en tête là? Non mais nous le lance pas parce qu'après on a du mal à l'arrêter donc. Sonic Green Hill Zone. Ça c'est bien, bravo. Bravo mon petit André. Bon et ben merci à tous de nous avoir suivis, merci à toi d'être venu en direct cette émission avec nous. Mais oui, je viens d'arriver. C'est déjà fini. Merci à Sam et Lucas à la régie. Merci à Maxime à la technique. Merci à Dewey d'avoir assisté pour la technique. Merci à André de jamais arrêter de jouer du piano, vraiment même quand on lui demande, c'est formidable. Merci les mecs. Merci à tous. Bon bah on vous dit à la prochaine fois. On sait pas qui, on sait pas quand, mais en tout cas à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci.